Aujourd'hui, vous publiez ce livre, c'est le dernier tome de votre trilogie sur les chats, d'où le ronronnement de David en début d'émission. Et il y a eu Sa Majesté des chats, Demain les chats et maintenant La planète des chats, c'est chez Albin Michel. Donc, Bernard, père de Jonathan Werber. Bonjour. Bonjour, la passion de l'écriture est visiblement héréditaire. Votre premier livre côtoie en librairie, donc celui de votre père. Ils sont sortis à une semaine d'écart, je crois. Et ça s'appelle Là où les esprits ne dorment jamais, c'est chez Plomb. Voilà, et vous voilà donc tous les deux en concurrence. En gros, ça vous fait bizarre ou pas de voir ces deux livres comme ça et de se dire, tiens, on est en concurrence, on n'est pas chez les mêmes maisons d'édition et on est en librairie côte à côte? Je ne sais pas si on peut vraiment parler de concurrence parce que je pense que il y a un truc assez similaire dans la lecture, c'est on essaie de renouer le plaisir de la lecture, qui est quelque chose qui n'est pas forcément évident, particulièrement je trouve dans la littérature française. Et donc, dès le moment où on a des bouquins assez similaires, en tout cas sur ce point-là, généralement, les deux vont ensemble, quoi. Pourquoi vous dites que la littérature française, elle n'est pas trop branchée plaisir? Ça commence. Je te laisse y aller. Bien, on nous ferait dedans. On écoute ce que vous dites, c'est tout. Vous vous êtes mis là-dedans tout seul, il faut vous en tirer. Vas-y, défends ta position. Je trouve qu'il n'y a pas forcément l'idée de faire plaisir au lecteur dans la littérature française. Et il y a plus l'idée d'être dans la beauté de l'écriture. Et on est plus on est plus sur le style que vraiment sur l'histoire, les personnages, les choses comme ça. Généralement, on va mettre plus de travail sur la forme que sur le fond. Il n'a pas complètement tort. Hein, oui, c'est une formation d'ingénieur. Oui. Et donc, il a conçu ça aussi comme une mécanique de suspense. Oui. Mais c'est aussi... C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Tout l'art consiste à ne pas ennuyer le lecteur. Et pas ennuyer le lecteur, c'est pas facile, parce que les gens, déjà, se méfient de l'objet livre, et il faut leur dire, attendez, vous allez tourner la première page, vous allez être inspiré, et après, vous n'allez pas voir d'effort. Moi, je trouve que dans les écoles, on leur donne souvent à lire des livres un peu durs, et du coup, on les dégoûte des livres. Donc maintenant, il y a un travail de réhabilitation de l'objet livre en disant, c'est encore mieux que les séries américaines sur les réseaux. C'est un truc dans lequel, une fois que vous êtes dedans, vous allez être inspiré. Voilà, et j'essaie de lui transmettre ça. Et vous l'aviez très bien transmis. C'est effectivement, il y a un côté ludique, en fait, chez vous, dans la lecture. Et vous l'avez très bien transmis. On va parler de vos deux livres qui sont vraiment... passionnants, ils sont dépaysants, c'est fantaisiste, c'est drôle et puis c'est aussi très instructif. Mais je voudrais qu'on rende hommage quand même à un grand monsieur des mots qui nous a quittés aujourd'hui, Alain Rey, 92 ans, c'est lui qui est à l'origine du Petit Robert. Vous avez du dictionnaire, vous l'utilisez, le Petit Robert? Énormément, moi je suis l'ancienne génération, donc le dictionnaire était posé à côté de l'ordinateur quand je travaillais. Ouais. Maintenant, je pense qu'on est plus tenté d'utiliser oui, Jonathan acquiesce en disant que l'ordinateur, c'était mon grand allié pour écrire. Mais même quand je voyage, je me trimballais... le Petit Robert? Et pourtant, le dictionnaire, mais il y a tous les joueurs de Scrabble, par exemple. Ben oui, effectivement. Les joueurs de Scrabble, ils ont un Petit Robert. Il nous avait partagé un grand monsieur. Ouais. J'ai écouté ses émissions et moi, je sais qu'il y a un mot que j'ai découvert grâce à lui, c'est le mot auteur. En fait, l'étymologie de auteur, c'est la personne qui augmente. Ça vient de auction, c'est le fait d'augmenter. Donc, auction, c'est les enchères, par exemple, c'est parce qu'on augmente. Et je préfère le mot auteur au mot écrivain, parce qu'après tout, un comptable est aussi quelqu'un qui écrit. Mais auteur, c'est quelqu'un qui a un projet d'augmenter, j'allais dire, l'horizon du lecteur et l'espace d'évasion du lecteur. On va écouter quelques mots d'Alain Rey. Il était souvent invité chez un autre grand monsieur, Bernard Pivot. Ce qu'il faut dire tout de même, c'est que le dictionnaire est fait des citations. C'est-à-dire que les citations sont là pour montrer, pour donner du plaisir, et donnent du plaisir, et illustrent cette espèce de passion qu'on doit avoir lorsqu'on se trouve face aux mots et face à la langue et au discours en français. Mais ces citations, c'est de là que proviennent les analyses du dictionnaire, parce que c'est avec des milliers, des centaines de milliers et des millions de citations qu'on arrive à décrire un mot correctement. Tout ça vient d'une inscription dans l'histoire du français, encore une fois depuis Marot, Villon, parce qu'on ne peut pas remonter plus haut, où c'est une langue un petit peu étrangère, jusqu'aux écrivains les plus contemporains. Voilà, merci à Alain Rey pour nous avoir fait partager cette passion des mots. J'imagine que vous avez chacun lu le livre de l'autre? Oui. Oui. En cours de fabrication ou à la fin, quand tout était prêt? Alors moi j'ai lu le sien qui était déjà pratiquement fini. Ouais. Je crois qu'il a lu le mien en cours de fabrication. Plutôt ouais, sur le plan, mais il fait beaucoup de plans, il fait énormément de plans et de révisions, il réécrit plusieurs fois, un nombre de fois. On est vraiment sur de la V10, des trucs comme ça.
Donc ce que j'ai lu, c'est très différent du roman final. Est-ce que votre papa vous a donné des conseils? Ah oui, bah, évidemment. J'étais très nul au début. Hein. Et vous étiez demandeur de ces conseils? Non, mais quand on est tout jeune, etc., les conseils du père, c'est toujours parfois lourd à recevoir. Oui. Il y a quelque chose, et c'est un souci, enfin, je pense que moi, c'était un truc de l'adolescence, c'est on a l'impression qu'on sait tout. On a envie de croire qu'on sait tout, et du coup, quand on nous donne des conseils, particulièrement pour nous dire que ça va pas, eh ben, on n'a pas envie de les entendre parce que tout ce qu'on se dit, c'est « Ah, mais il ne comprend juste pas ce que j'essaie de faire. » Et il faut... C'est très juste ce que vous dites. C'est le rôle des parents de rien comprendre. Hein. Non, parce que et le rôle des enfants de ne pas écouter, évidemment. Voilà. Non, en l'occurrence, la plupart du temps, il avait raison. Sur plein de choses, il avait raison. Il y avait quelque chose qu'il n'avait pas compris, mais la plupart du temps, quand il me disait que ça allait pas. C'était juste parfois la manière dont il me communiquait, il n'arrivait pas toujours à m'atteindre, et du coup, il fallait que moi, je regarde ce que j'avais écrit et me dire « Ah bah ça fonctionne. Enfin, qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est ça. » Et ainsi le changer. Bernard, vous avez été inquiet de voir votre fils entreprendre ce long travail dans l'écriture? Moi, au début, quand il m'a dit ça, je m'attendais à quelque chose de plutôt moyen. J'étais très surpris de la qualité. Oui, parce que le premier truc, je vois pas pourquoi je lui accorderais un crédit. Et quand j'étais très surpris de la qualité, il a compris, il maîtrise l'art de la relance. Et je veux dire, quel que soit ce qui va se passer par la suite, il sait faire une histoire où on a envie de tourner les pages. Et c'est ça qui m'a surpris, c'est que moi-même, je me demandais, mais qu'est-ce qui va arriver au personnage? Donc il y a une formidable héroïne qui s'appelle Jenny, qui est une magicienne. Alors c'est ça, vous allez nous raconter l'histoire du livre de Jonathan. Alors c'est à vous de bosser là. D'abord, je voudrais répondre à une autre question, c'est que moi aussi je prends des conseils de Jonathan. Et Jonathan me donne toujours le même conseil, c'est il faut que tu crées plus de conflits et plus d'adversité. Donc pour lui, les conflits et l'adversité, c'est le sel. C'est-à-dire on rajoute du sel. Ça n'en manque pas dans votre livre, en l'occurrence. Je sais, mais parce que je suis passé par là. J'en aurais mis moins. Et lui, il m'a dit vas-y, plus vite, plus vite, plus fort, plus vite, plus vite. Bon, alors vous bossez maintenant pour nous raconter le livre de votre fils. On est à New York, fin du 19e. On est à New York. Quelle épreuve. Donc son héroïne s'appelle Jenny, elle est magicienne. Ouais. Elle va être engagée par l'agence Pinkerton, qui est... Je suis en train de parler de son livre, c'était le mien. C'est bien. Hein. Qui est l'agence Pinkerton, qui a réellement existé, qui est la première agence de détectives privés, qui l'engage pour savoir si les sœurs Fox sont des escrocs ou si elles sont réelles. Alors il faut juste savoir que les sœurs Fox, dans la réalité, parce que Pinkerton a existé, Jenny n'a pas existé, c'est son personnage, mais les sœurs Fox, c'est les 3 premières médiums qui ont lancé la mode des tables tournantes. C'est-à-dire s'il y a des gens... Voilà. Donc si vous retrouvez de temps en temps dans les soirées entre amis à faire tourner les tables... Esprit, es-tu là? Voilà, c'est en 1850, c'est ces 3 jeunes filles qui n'ont pas l'air spécialement joyeuses, qui ont lancé la mode. Et à l'époque, c'était les Elvis Presley, c'est-à-dire elles faisaient des tournées dans lesquelles venaient des millions de personnes pour les entendre parler avec les morts. Et c'est de là que Conan Doyle et puis même Victor Hugo sont mis à avoir ce goût pour faire l'appel des esprits. C'était une mode phénoménale. Et ça on y vit encore. Hein. Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui vous a pris de raconter l'histoire de ces sœurs-là? Mais c'est vraiment... C'est vrai que les pages se tournent très vite. Il en a parlé tellement bien, je ne sais pas si c'est une petite pression. Sur cette entreprise de détective et sur ces sœurs? Alors j'ai surtout écrit sur les sœurs Fox, ça m'a pris... j'ai mis 3 ans pour l'écrire, et ça a toujours été les sœurs Fox, et c'est pour ça qu'elles sont en couverture. Et j'étais vraiment passionné par le fait que ce soit les dernières prophètes modernes qui ont encore une religion qu'on voit aujourd'hui, quoi. Je veux dire, la cartomancie, le spiritisme sur toutes ses formes, toutes les formes de choses un peu alternatives, même aujourd'hui l'hypnose, les cartomancies, tout ça. Et je me disais, mais qui sont ces femmes qui, à la moitié du XVIIIe siècle, ont révolutionné leur époque et sont arrivées en plein milieu de la révolution industrielle et ont apporté ce côté magique à un moment où la technologie était en train de tout broyer, quoi. Elles sont arrivées à un moment opportun et tout. Et je trouvais ces femmes absolument passionnantes et je voulais trouver un moyen de mettre une histoire qui leur rende justice et qui montre un peu qui sont ces femmes, parce que finalement peu de personnes les connaissent. Et voilà, du coup c'était parler de ce paradoxe des prophètes modernes. Et du coup c'est pour ces personnages-là, pour ces sœurs, que vous devenez écrivain. Si vous n'aviez pas eu ces personnages-là, cette envie folle de raconter leur histoire, vous n'auriez peut-être pas écrit? J'ai envie d'écrire et j'écrivais déjà avant. J'ai fait une formation de scénariste parce que j'adorais les histoires. Et c'est vrai que je suis plus à la recherche de la bonne histoire
plutôt que pour ces femmes en tout cas, c'est quand j'ai entendu leur histoire que je me suis dit c'est une vraie bonne histoire qui mérite le temps, qui mérite d'être racontée, et je vais essayer de la raconter du mieux que je peux et mettre le temps dessus et formuler une enquête qui donne envie de s'intéresser à ces femmes. Et ça arrive à point, parce que quand vous dites ces prophètes d'irrationalité et de croyance arrivent au moment où la technologie explose au milieu du 19e siècle, on y est aujourd'hui. Oui. On était certain qu'Internet allait nous donner la science exacte, infuse, optimiser tout et nous annoncer le progrès. Et bing, patatrac, on a des prophètes de bonne ou de mauvaise aventure qui sont là et qui prennent le lead sur les plus rationalistes. Donc vous êtes en plein dans le sujet. Là. Mais tous les deux sont en plein dans l'actualité, parce que Bernard, vous, alors pour ceux qui n'auraient pas lu les 2 premiers tomes des chats, on peut rentrer dans ce livre sans aucun problème, on comprend tout de suite ce qui se passe. On retrouve Bastet, l'héroïne, cette chatte qui a une servante humaine. Nathalie. Non, mais ceux qui ont des chats, ils me comprendront. Nous sommes les serviteurs de nos chats. Ah oui, vous êtes passionné de chats. Et elle a ces mots assez marrants. La chatte, elle dit « Je ne sais pas ce que vous pensez des humains, mais moi, j'ai fini par les trouver touchants. Ils ont des comportements tellement irrationnels. » Et on sent que derrière tout ça, vous vous moquez de nous en général. Vous nous trouvez irrationnels, nous les hommes. Il faut se mettre à la place d'un animal qui nous regarderait objectivement dans nos comportements. Ouais. Nous sommes quand même un peu bizarres. Il suffit de regarder l'actualité, il suffit de... Même actuellement, cette histoire de Covid, imaginez un chat qui voit tous les gens qui se mettent à mettre ce masque, comment il l'interprète? Pour nous, ça a l'air une évidence, mais pour un animal, c'est juste, il y a quelqu'un qui a lancé une mode qui a l'air visiblement de réussir. C'est vrai, hein, on ne se laisse jamais l'anus. Pour un chat, mais si, c'est vrai. Mais on n'arrive pas à se passer la patte derrière l'oreille. On fait jamais comme ça, nous. On prend des douches à l'eau. Pour les chats, c'est très bizarre. Oui, c'est vrai, mais il y a ce point de vue sur les chats. Alors, vous avez grandi avec des chats, du coup, Jonathan. Oui. J'ai un chat actuellement. Il y a encore des poils de chat ici. Ouais. C'est vrai. J'ai un chat actuellement avec qui je vis. C'est vachement bien pour écrire. Je le recommande à tous ceux qui veulent se mettre à écrire. Ça fait une présence un peu affectueuse, très sympathique. Et puis, ça permet d'avoir un autre point de vue. Un animal de compagnie, ça permet d'avoir un autre point de vue. Et écrire, c'est arriver à se plonger dans un autre point de vue. Et c'est ce qu'il fait, encore une fois, à travers les chats. Ce qu'il avait déjà fait à travers les fourmis, que j'avais... Bon, moi, j'avais adoré, c'était un de mes premiers livres que j'avais lu. Mais il a réussi à le refaire dans les chats, à apporter un point de vue intéressant qui regarde l'humanité avec du recul. Comment vous lisez les fables de La Fontaine? La Fontaine, c'est votre aïeul. Ouais. Oui, c'est parler les animaux. C'est la bonne référence, surtout qu'il a fait finalement de la politique. C'est-à-dire, il a passé plein de messages politiques extrêmement irrévérencieux et révolutionnaires. Même. Et anti-Louis XIV, alors qu'il était au sein même du système. Et en plus, si on regarde bien, même les animaux malades de la peste, par exemple, ça prend un sens de nos jours avec le Covid qui résonne. Moi, quand j'ai vu les animaux malades de la peste, je me suis dit, ça tourne, ça va tomber sur le baudet, qui va s'en prendre, qui va payer pour tous les autres. Et c'est comme ça la règle du système. Tu indiques tout d'un coup un bouc émissaire. Et quand on regarde les crises, chaque fois, au final, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est désigné et puis la crise s'arrête. Je trouve ça formidable. Mais là, dans votre livre, on est en pleine crise. En l'occurrence, les rats ont pris le pouvoir. Alors, vous savez, c'est votre... oui, mais on peut s'attendre à tout, là, en ce moment. Si l'humanité baissait en pouvoir, il est logique que les rats prennent le pouvoir, tout simplement parce que ce sont des animaux très intelligents, organisés, socialement organisés, et qui vivent dans nos égouts et dans notre métro, et donc qui ont proliféré Ils sont plus nombreux que nous, il paraît. Sous nos pieds, il y a 2 rats par personne. Donc, il y a 5 millions de Parisiens, il y a 10 millions de rats qui n'attendent que la faiblesse de l'humanité pour sortir. Mais ça, c'est pas de la science-fiction. Mais c'est pas la science-fiction, c'est une réalité. Moi, j'ai vu au parc Monceau, j'ai vu des rats qui jouaient à côté des enfants. Pourtant, c'est chic, le parc Monceau. Oui, mais... Ils doutent de rien, les rats. Mais je crois que le parc Monceau était d'ailleurs fermé à cause de ça, parce qu'il y avait des hordes de rats directement dans le jardin. Mais ça devrait vous inspirer, vous auriez pu leur donner un rôle positif, parce que vous aimez les animaux intelligents, et les rats sont des animaux dont le collectif est particulièrement intelligent. Oui, mais dans le livre, vous en parlez. Il y a des bons rats. Il y a des bons rats. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas d'animaux méchants, même les requins, il n'y a pas d'animaux méchants. Ce qu'il y a, c'est que chez les rats, il y a une organisation hiérarchique avec un roi des rats. Donc, dès le moment où il y a une hiérarchie, c'est un système très dur, c'est un système quasi militaire. Alors, par exemple, si vous prenez les chats, c'est des troupes de chats qui sont plus libres. C'est un peu des hippies, les chats.
Voilà, exactement. C'est marrant parce que vous êtes Et les rats prennent le pouvoir quand la société des hommes est complètement désorganisée. Et en l'occurrence, il y a pas mal d'allusions à ce que nous vivons aussi en ce moment. Mais si, par exemple, Art Spiegelstein était là, qui a fait Spiegelman. était là, il a fait une bande BD qui s'appelle Moss, il a complètement inversé votre hiérarchie. Mais c'est des souris. Oui, c'est des souris. Voilà. Bon, Vous savez, les souris ont peur des rats. Mais même, il y a des chats qui ont peur des rats. Il y a plein sur YouTube, on voit des rats qui arrivent face à des chats et puis qui commencent à les poursuivre et le chat s'en va. Dans les rues de New York, il y a pas mal de vidéos comme ça. Mais alors, ce qui est amusant aussi, c'est que vos deux livres sont écrits à New York. Vous avez visiblement encore un point commun.